Bienvenue sur ce résumé de Au commencement était le sexe des docteurs Christopher Ryan et Dr Cassilda Geta. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le sexe n'est pas forcément synonyme d'amour. La sexualité est une ressource puissante qui peut nous rendre plus confiants et capables de faire des miracles. Cependant, les êtres humains libérés sont difficiles à contrôler, surtout dans les sociétés répressives. C'est la raison pour laquelle tous les sujets qui circulent autour de l'idée de sexe ont été considérés comme des maladies par les médecins, réduits au silence par les autorités religieuses, soigneusement ignorés par les scientifiques et dissimulés par les thérapeutes didactiques. En espagnol, le mot esposas signifie à la fois épouse et menotte. Les mariages malheureux servent souvent de cadre à des romans sur la vie sexuelle d'hommes et de femmes à plaindre et à pleurer. L'homme perd généralement sa liberté, tandis que la femme est réprimée sous différents aspects. De nos jours, quelque chose dans le concept du mariage et des relations humaines semble très erroné. De plus en plus de personnes souffrent de dysfonctionnements sexuels. Il n'est pas étonnant que le Viagra se vende à un rythme effréné chaque année. Enfin, la pornographie semble absorber l'argent des adeptes consentants plus que ne pourraient jamais le faire les théâtres ou les opéras, environ 100 milliards de dollars par an. Depuis l'enfance, nous avons appris à lutter contre l'érotisme et à nier nos désirs. Nos fantasmes évoluent, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au lieu de lutter contre notre faim, nous devons l'accueillir comme un moyen de mieux comprendre notre nature. Dans ce résumé, vous verrez comment les êtres humains ont évolué dans des groupes intimes où les gens partageaient presque tout: nourriture, abri, protection, soins aux enfants et même plaisir sexuel. Il vous montrera comment la culture contemporaine dénature le lien entre l'amour et le sexe. Spoiler, il y a du sexe sans amour, et ce n'est pas un sujet à blâmer. Point clé 2. Darwin en savait beaucoup sur l'évolution, mais peu sur la sexualité. Nous pouvons réévaluer notre relation compliquée avec la sexualité grâce à Charles Darwin. Son livre L'origine des espèces a été un ouvrage révolutionnaire qui a jeté les bases de la biologie de l'évolution. Néanmoins, il était assez partial en ce qui concerne le sexe et l'érotisme. Le savant semble sous-estimer leur importance, et c'est un euphémisme. À quoi pensons-nous quand nous entendons la vie sexuelle des hommes préhistoriques? Peut-être à quelque chose de primitif, de violent, de dominé par les hommes? Il est frappant de remarquer que ces fausses hypothèses soient encore omniprésentes dans la compréhension moderne de la sexualité humaine. En effet, la vision de Darwin sur la vie humaine préhistorique pourrait être à blâmer. Dans son livre, Darwin écrit que la femme est passive et réservée par rapport à l'homme. L'homme devait la courtiser et elle devait échapper à ses efforts. Il a fait croire que la réticence de la femme était un facteur déterminant pour la réussite de l'accouplement. Bien que cela puisse être tout à fait exact pour certains mammifères, cela ne reflète pas la vie des êtres humains. En observant ses contemporains d'hommes, qui recherchaient plusieurs femmes à la fois, Charles Darwin a supposé que les premiers humains auraient pu être polygames. Il a écrit que les peuples aborigènes vivaient en petites communautés, où les hommes les plus forts avaient autant d'épouses qu'ils pouvaient en avoir et en entretenir. Une vision unilatérale de la vie amoureuse humaine conduit à des malentendus, des préjugés et des reproches importants. Il va sans dire que Charles Darwin était un scientifique brillant. Cependant, il ne disposait que de peu de données empiriques concernant sa propre expérience sexuelle. Sa femme, certes convenable, et son cousin germain. L'homme lui-même était trop coincé pour admettre la présence de la luxure. Cela se reflète dans son approche très théorique des questions sexuelles. Par exemple, dans ses notes sur les avantages du mariage, on peut lire qu'un homme peut avoir des enfants qui seront des compagnons fidèles dans la vieillesse et une source d'amour. Pour lui, un enfant valait de toute façon mieux qu'un chien en termes de compagnie. En revanche, le bavardage avec les femmes, qui semble être une partie pénible mais inséparable de la vie conjugale, semble être une simple perte de temps pour Charles Darwin. Point clé 3. Exclusivité sexuelle et parentalité. Qu'est-ce qu'un prétendant obtient en échange de sa prétention et en cherchant à impressionner? En effet, il s'agissait de sexe et de la faveur exclusive d'une femme spécifique.
Selon la psychologie évolutionniste, à l'époque préhistorique, les hommes offraient des biens et des services en échange d'un accès sexuel constant, ce que l'anthropologue biologique, Dr. Helen Fisher, a appelé le contrat sexuel. Nombreux sont ceux qui pensent que la nature veut qu'un prétendant masculin devienne le plus attirant pour la femme qu'il veut conquérir. Pour ce faire, il s'embellit et s'exhibe devant elle et en récompense, il obtient des relations sexuelles et un accès exclusif à la femme. Ne laissez pas les préjugés sociétaux sur la sexualité dicter vos expériences personnelles. Ces contrats sexuels s'apparentaient à la théorie des jeux. Produire le plus grand nombre de descendants permet d'obtenir le meilleur retour sur investissement. Selon ce contrat, une femme doit choisir un homme qui l'aidera pendant la grossesse et qui la soutiendra, elle et le bébé, après la naissance. Sinon, elle ne fait que perdre son temps, son énergie et prendre des risques pendant la grossesse. De plus, sans le soutien d'un père, l'enfant a beaucoup moins de chances de dépasser la maturité sexuelle. De son côté, un homme est déterminé à investir son temps, ses ressources et son énergie dans une femme qui n'est pas de mœurs légères. Sinon, il risque d'élever l'enfant d'un autre homme. Cela peut sembler humain, mais beaucoup d'hommes de l'époque voulaient l'exclusivité de leur relation avec une femme. De plus, ils voulaient que leur gène progresse dans l'avenir. Ainsi, les hommes pensaient qu'ils devaient suivre la logique élémentaire de l'évolution et laisser leur propre gène sur Terre. Les hommes revendiquent certaines femmes comme les oiseaux chantants revendiquent un territoire, comme les lions s'approprient une proie, ou comme les gens, hommes et femmes, s'approprient des objets de valeur. Margot Wilson, Martin Daly. Une autre théorie de la psychologie évolutionniste suggère que les femmes considèrent les hommes comme plus attirants sexuellement s'ils ont une valeur d'accouplement plus élevée ou si la somme des caractéristiques qu'elles considèrent comme attirantes reflète le succès reproductif probable. Cela dépend de la capacité de l'homme à subvenir aux besoins de sa famille et des siens, la protéger, elle et ses enfants, s'engager dans des activités parentales directes. Point clé 4. Plusieurs pères, un seul enfant. Les anthropologues Paul Valentine et Stephen Beckerman expliquent le concept de paternité partielle comme un phénomène dans lequel un enfant peut avoir plus d'un père. Toutes les femmes sexuellement actives portent les traces de tous les amants qu'elles ont eus. Le sperme de chaque nouveau partenaire sexuel s'accumule dans l'utérus et contribue à la formation du fœtus. Les partisans de la paternité partielle estiment que si une femme cesse d'avoir des rapports sexuels, son fœtus cesse de se développer. Cependant, de nombreuses sources dignes de foi affirment que cette idée n'est pas scientifiquement vérifiable. Il s'agit plutôt d'un concept culturel. Selon cette théorie, la femme couchera avec tous les hommes qu'elle peut exploiter. De cette façon, son enfant aura tous les avantages possibles avec l'aide de ces hommes. Symboliquement ou intentionnellement, cette femme aura besoin de toutes sortes d'avantages. Des meilleurs chasseurs aux hommes les plus charmants et les plus beaux. Son enfant doit recevoir un peu de ce qu'il y a de mieux de la part de chaque homme. De nombreuses sociétés sud-africaines suivent une méthode de conception similaire. Cette paternité partielle est une ancienne croyance populaire qui assure une éducation adéquate aux enfants, une présence paternelle et un système de soutien familial dans ces sociétés. Au Paraguay, un anthropologue a demandé aux âgés d'identifier leur père. Chaque enfant avait 4 pères différents, celui qui l'a mis dedans, celui qui l'a mélangé, celui qui l'a fait couler et celui qui a fourni l'essence de l'enfant. Sous cet angle, un enfant apprécie d'avoir plusieurs pères qui se soucient tous de lui. Ces enfants ont plus de chances de survivre à l'enfance que ceux qui n'ont qu'un seul père. De plus, personne ne qualifie ces enfants de bâtards, et les différents pères d'un même enfant ne se traitent pas comme des rivaux. Au contraire, ils se considèrent comme des partenaires qui contribuent à l'intérêt supérieur de l'enfant. La paternité partagée est leur lien particulier qui constitue un autre type de relation humaine. Rappelez-vous que prendre soin de soi est un aspect important de la santé sexuelle. Point clé 5. Promesse non tenue, destin scellé. Alors que l'hypersexualité masculine pourrait être une chose même pour Charles Darwin, les femmes sont généralement censées se contenter d'un seul partenaire. Cette idée doit être démentie. Les relations sexuelles extraconjugales restent très répandues dans les sociétés monogames, une raison qui conduit le plus souvent au divorce.
Le livre classique du zoologiste et peintre surréaliste Desmond Morris, The Naked Ape, le singe nu, explique que le comportement sexuel ne concerne qu'un état de liaison par paire et que l'adultère est l'imperfection qui ruine cet état. Le gouvernement iranien considère l'adultère comme un péché incommensurable. Les deux parties impliquées dans la tromperie sont souvent lapidées à mort. Avant que les autres, pleins d'hypocrisie, ne jettent les premières pierres, ils enterrent les hommes infidèles jusqu'à la taille et les femmes jusqu'au cou pour qu'elles meurent plus vite, coupables d'avoir cru, à tort, que leur corps leur appartenait. Sachez que le consentement peut être retiré à tout moment et qu'il doit être respecté. Par ailleurs, toutes les grandes religions laissent entendre que les femmes n'ont aucun contrôle sur leur corps, et encore moins sur leur sexualité. Par exemple, la Bible considère l'adultère comme un péché majeur, passible de la peine de mort. Ce jugement est encore sévère, et il considère les deux parties impliquées dans l'infidélité comme des pécheurs. Malgré ces punitions terribles, l'adultère persiste partout, sans exception, mais tout le monde n'est pas puni avec la même sévérité pour s'y être livré. Les primates non humains ne sont jamais monogames. Bien sûr, en tant qu'humains, nous avons évolué culturellement, mais nos pulsions sexuelles inconscientes restent pour la plupart bestiales. Même quand nous les réprimons, elles trouvent le moyen de s'exprimer. Comme le suggèrent les découvertes anthropologiques, des relations sexuelles extraconjugales ont été enregistrées dans toutes les cultures humaines jamais étudiées. De plus, les militants anti-adultère les plus passionnés sont généralement ceux qui commettent l'adultère. La monogamie n'est pas naturelle à notre espèce et personne ne devrait être menacé de mort pour s'y opposer. Le saviez-vous? Aucun primate vivant en grand groupe social n'est monogame. Point clé 6. Partager, c'est survivre. Après avoir considéré une vision différente de la sexualité humaine préhistorique, nous pouvons tirer deux hypothèses liées entre elles. Une femme préhistorique et son enfant ont besoin de nourriture et de protection. Cette femme offre à l'homme sa beauté et son autonomie sexuelle en échange. Ainsi, il sait que c'est sa progéniture qu'il protège. Ce récit pragmatique montre que la protéine et la protection équivalent à la garantie d'une paternité assurée. De plus, le résultat de cet échange est l'augmentation de l'espérance de vie de l'enfant. Profitez de votre vie sexuelle de manière responsable, en vous respectant et en respectant votre partenaire. Bien que ce modèle monogame garantisse l'exclusivité et la propriété, ne serait-il pas préférable pour un enfant que plusieurs hommes s'occupent de son avenir? Logiquement, le partage généralisé signifie plus de protection, de viande et de statut. De plus, tous les risques sont atténués plus rapidement et plus efficacement. Nous pouvons définir les relations entre nos butineurs préhistoriques comme étant égalitaires. Cela signifie que chacun avait les mêmes droits et était traité de la même manière par les autres. Après tout, nos ancêtres ont tout fait pour survivre. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'associer et de conjuguer leurs efforts. Au sens darwinien, l'homme a basé son comportement sur ce qui lui donnait les meilleures chances de survie. Il a choisi de partager plutôt que de préserver son ego. Quand nous décidons de partager et d'assumer une responsabilité mutuelle, nous ne ressentons pas la nécessité de voler les ressources des autres. Pour les sociétés de chasseurs de l'âge de glace, le modèle d'organisation sociale du groupe, avec son partage obligatoire des ressources, était vraiment la seule façon de vivre. Peter Bogucki. Mais aujourd'hui, l'égalitarisme est devenu notre meilleure chance de survie. Il ne s'agit plus d'une utopie, mais d'un système offrant des solutions pratiques. La répartition équitable des ressources entre les sociétés minimise le risque de gaspillage et favorise un environnement social sûr pour les enfants et les adultes. Conclusion du résumé. La sexualité est l'une des choses que nous essayons de réprimer. Pourquoi trouvons-nous plus facile d'éviter quelque chose que nous pourrions embrasser? Les réponses peuvent varier, mais la raison principale est généralement la nature irrationnelle et inexplicable de la pulsion que nous ressentons. En pensant à notre sexualité, nous avons tendance à trouver des choses effrayantes que nous ne pouvons pas contrôler tout de suite, plutôt que d'embrasser leur caractère unique. Ce que beaucoup ne voient pas dans cette conjonction, c'est que la sexualité ne doit pas être contrôlée. Nous devons nous en servir. Nos ancêtres préhistoriques étaient loin d'être aussi éloquents que nous le sommes aujourd'hui. Pourtant, il leur était plus facile d'assumer leur comportement sexuel.
Ils avaient compris que pour survivre, ils devaient mettre leur sexualité à contribution. Contrairement aux humains monogames d'aujourd'hui, nos fourrageurs croyaient au partage des ressources, y compris sexuelles. Cette philosophie les a aidés à survivre et à évoluer. Même si nous mettons la sexualité de côté pour une seconde, il y a encore une autre grande pratique de nos prédécesseurs. En cas de danger accru, ils choisissaient d'élever un enfant en équipe. Ainsi, même si nous ne pensons pas de la même manière, il y a quelque chose que nous pouvons apprendre d'eux pour l'introduire dans la société moderne. Essayez ce qui suit. Reconnaissez la honte que vous pouvez ressentir à l'égard de votre curiosité érotique et efforcez-vous de la surmonter. Prenez confiance en vous et en votre apparence. Si vous considérez le sexe comme quelque chose que vous ne devriez pas faire, envisagez de consulter un thérapeute pour obtenir du soutien et des conseils. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.